Bonjour, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Fileco sur TV Fil 78. Fileco, c'est votre grand rendez-vous, toute l'actualité économique de votre territoire. Nous allons en parler, en débattre avec nos invités, mais tout de suite, le sommaire. Une émission 100% innovation. L'innovation fait partie de l'ADN de Saint-Quentin en Yvelines. Il y a le campus Paris-Saclay, les grandes écoles, les laboratoires, les entreprises innovantes, les centres de recherche et de développement, les pôles de compétitivité. Mais ce n'est pas tout, non, loin de là. Vous allez découvrir dans cette émission la PIT où l'on peut recréer l'atmosphère de Mars. D'autres inventent la route solaire comme Colas ou révolutionnent le fauteuil roulant avec Gérolift. Et pour que ces projets innovants se concrétisent, il faut provoquer des rencontres. Innovation Summer Camp, TEDx, Futur en scène, les initiatives ne manquent pas. Nous allons en parler dans la seconde partie de cette émission. Alors vous l'avez compris, on va donc se plonger dans le futur avec ce Fileco 100% innovation, mais aussi avec nos invités. Ils sont là, ils sont prêts. Bonjour Céline Lanfranchi-Signol. Bonjour. Alors vous êtes responsable emploi, innovation, recherche et enseignement supérieur au sein de Saint-Quentin en Yvelines, la communauté de communes. Merci d'être avec nous. À vos côtés, Jean-François Lavignon, vous êtes directeur des partenariats technologiques du groupe Atos, un des grands groupes installés sur le territoire. Alors vous vous concevez des super ordinateurs, vous allez nous en dire plus dans un instant. Tout à fait. Merci d'avoir accepté notre invitation, bonjour. Et enfin François Cuny, alors vous êtes délégué général de Systématique, c'est l'un des pôles de compétitivité du territoire, ils sont très importants ces pôles, vous allez tout nous dire. On va voir côté ça. Voilà. Alors on va s'arrêter sur le chiffre du mois, il a dû retenir l'attention des invités, mais pas seulement, 134 millions d'euros pour la recherche qui ont bien failli disparaître, mais c'était sans compter la mobilisation des chercheurs. François Hollande a fini par renoncer à cette mesure impopulaire. Pas de coupe budgétaire pour la recherche. En voilà une bonne nouvelle. Tout de suite, une première réaction. C'est vrai qu'on a senti que tous les chercheurs se mobilisaient et cette annonce a dû inquiéter ici puisque la recherche est un secteur très important sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Oui, on prépare l'avenir avec la recherche. Donc c'est vrai que dès qu'on parle de sujet d'innovation, de recherche et sur tous les domaines, on était tous un petit peu inquiets. Donc on est ravis de ce retour en arrière. Voilà, que François Hollande ait accepté donc de revoir cette coupe budgétaire, même j'imagine pour vous, François. Côté systématique, les chercheurs sont membres très actifs au sein des pôles de compétitivité. Couper les budgets de la recherche dans les moments où il faut prévoir et programmer l'avenir, c'est probablement pas la bonne façon de s'engager et d'engager les générations futures. Donc non, pas de coupe. Donc Jean-François Lavignon. Oui, effectivement, c'est une bonne nouvelle pour les instituts de recherche qui sont nos partenaires dans de nombreux projets. Et donc je pense que ça leur permettra d'avoir une plus grande vision et de pouvoir investir et préparer l'avenir avec nous. Alors, nous allons voir ensemble maintenant l'actualité économique de votre territoire. L'écho, en bref, c'est avec Fanny Bourdillon. On se retrouve juste après pour, là aussi, un tour de table. Le mois de mai aura été marqué par les grèves contre le projet de loi Travail, notamment le blocage des 8 raffineries françaises par la CGT. Une situation qui a créé un vent de panique chez les conducteurs. Des files interminables de voitures se sont formées devant les stations essence. Le 25 mai dernier, plusieurs syndicats, dont la CGT, ont bloqué le dépôt de carburant de Coignières, un site stratégique qui alimente en essence les Yvelines, mais aussi plusieurs départements d'Île-de-France. On écoute les revendications des syndicats présents. Ça répond donc à l'appel qui a été lancé par tous nos camarades dans les raffineries, à bien sûr amplifier le mouvement et à généraliser les grèves dans nos entreprises, mais aussi à soutenir et à multiplier les blocages des dépôts en vue justement de construire le rapport de force pour obtenir le retrait de la loi travail et la satisfaction de toutes les revendications qui s'expriment dans tous les secteurs, au chemin de fer comme ailleurs. On se mobilise contre la loi travail et jusqu'au retrait, on sera présent. Une pénurie d'essence non pas sans conséquences pour l'économie. Plusieurs corps de métier ont été impactés. Les taxis, par exemple, ont craint pour leur activité et donc une baisse de leurs revenus. À mi-réservoir, on est obligé de faire comme tous les gens particuliers, d'aller rester une demi-heure, 40 minutes dans une station-service. Or qu'on aurait assez pour le lendemain, mais par prévision. Quand on vous appelle, bah non, je suis désolé, je suis bloqué à la station, j'en ai pour une demi-heure. Donc c'est pour ça que je dis que l'économie est impactée, mais à tout niveau.
Et c'est une première dans les Yvelines. La commune de Maurepas a mis en place un budget participatif. Le concept, les habitants peuvent voter sur Internet pour élire les futurs grands projets de la commune avec une enveloppe de 150 000 €. Parmi les 10 projets retenus, on retrouve par exemple la rénovation d'un skatepark, la création d'espaces de loisirs pour les enfants ou encore des aménagements pour les routes. On écoute le maire de la commune, Grégory Garestier, sur ce sujet. Je pense que c'est nécessaire, ça associe les habitants, les Maurepasiens à l'avenir de leur ville. C'est une démarche différente aussi de penser l'argent public. Et puis ça permet évidemment d'associer tous les habitants au travers d'une cause commune qui est l'intérêt général, servir l'intérêt général. Comment retrouver un emploi après une longue période de chômage? Le club FAS de Saint-Quentin en Yvelines tente d'apporter des solutions. En partenariat avec la Banque Populaire, ils ont organisé leur premier Job Academy. Le concept, 9 salariés se portent volontaires pour devenir parrain ou marraine et coacher un demandeur d'emploi. Lancé en décembre dernier, le mois de mai était l'heure du bilan. Et il est plutôt positif puisque 3 des 9 demandeurs d'emploi ont depuis retrouvé une activité. L'idée, c'est de dire, nous qui avons la chance d'avoir un emploi relativement sécurisé, c'est peut-être d'aider ceux qui n'en ont pas pour faire en sorte de leur faciliter la tâche pour avoir cet emploi. Ça permet aussi, je dirais, donc, de se retrouver dans un cadre d'entreprise. On n'y est plus depuis un moment, de s'obliger donc à s'habiller pour aller rencontrer son parrain, à préparer en fait son interview et son échange, à écrire en fait la démarche. Autre grand titre de l'actualité économique, la mort d'un grand nom de l'entreprise française, Jean-Claude Decaux, le fondateur de l'empire JC Decaux. Ce grand patron avait 78 ans, il avait révolutionné le mobilier urbain et la communication extérieure avec ses abribus que vous connaissez tous, mais aussi les sanisettes. Son groupe était devenu le numéro 1 du secteur, il était présent dans 70 pays, mais le siège de son empire est à Plaisir, un chiffre d'affaires, je le rappelle, de 3,2 milliards d'euros. Alors peut-être une réaction à ce décès, parce que c'était vraiment un grand patron français, mais un grand patron d'ici, en fait. Jean-François Lavignon. Oui, je pense que c'est donc une réussite exemplaire. Ce qui me frappe le plus, c'est le fait qu'il a vraiment réussi à construire des nouveaux business models, c'est-à-dire qu'il a bien sûr inventé des nouveaux mobiliers, etc., mais la façon de commercialiser et de convaincre les collectivités locales d'acquérir ces mobiliers, c'était quelque chose de complètement nouveau. Et donc ça, c'est ça qui me marquera le plus. François Cudy, vous partagez vraiment un modèle, il a mis en place un modèle, Jean-Claude Decaux? Oui, absolument, je pense que c'était un visionnaire. Se rémunérer pas sur le matériel vendu, mais sur la publicité à travers les abribus et entretenir du coup gratuitement tous les abribus, c'était complètement révolutionnaire. On le voit aussi, vous évoquez les sanisettes, mais je crois qu'il s'occupe aussi des Vélib, qui est un nouveau modèle de partage de moyens de transport. Donc un grand visionnaire, probablement un grand déficit pour l'avenir sur le territoire. Oui, l'innovation, justement, on va en parler tout au long de cette émission, de ce fil éco. Céline Lanfranchi signale la présence d'un grand groupe comme JC Decaux ou comme Atos, on va y revenir, ou comme tous les grands groupes qui ont choisi de s'installer sur le territoire. C'est un moteur pour l'innovation, enfin, vous vous appuyez sur ces grands groupes? Alors c'est évidemment un moteur, un facteur d'activité assez important, puisque en venant s'implanter aussi, généralement, ils attirent très rapidement tout un ensemble de PME, notamment dans des domaines technologiques ou dans des domaines d'appui par rapport à ces grands comptes. Et c'est aussi, vis-à-vis de la recherche aussi, un facteur d'attractivité. Ça ne marche bien, effectivement, une implantation que si, justement, il y a tous ces autres éléments d'écosystème qui viennent s'implanter aussi. Donc, c'est un facteur d'attractivité, mais qui demande à être entretenu et développé. Et aujourd'hui, les grands comptes aussi cherchent à s'entourer de tout un réseau et apprécient de l'avoir à proximité. Et on a la chance sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines de pouvoir développer des projets de ce type et de pouvoir accueillir un ensemble d'acteurs. D'ailleurs, nous allons voir aussi comment ces réseaux se développent, notamment grâce au pôle de compétitivité. Mais Jean-François Lavignon, je voulais vous poser une question par rapport à Atos aussi, qui est un des pionniers. Vous êtes là depuis les années 70. C'était Bull avant, c'est ça? C'est ça, Bull. Donc, Bull avait choisi de s'implanter au Clé-sous-Bois. Je pense que c'était pour avoir
endroit où on puisse attirer donc des talents, parce qu'on a toujours eu beaucoup de recherche et développement aux Clés-sous-Bois. Et donc depuis 2014, Bull a été racheté par Atos et donc fait partie intégrante d'Atos. Et donc la politique d'Atos, c'est de continuer et même de développer ce site, et notamment sur les activités de data center et bien sûr l'activité de recherche et développement sur les supercalculateurs qui est très en pointe. Donc cette activité notamment a été présentée dans le cadre de la Nouvelle France industrielle. Il y a eu la semaine dernière un séminaire à l'Élysée en présence du François Hollande. Et donc on a présenté les résultats des travaux de nos chercheurs qui sont ici à François Hollande. Donc c'est un secteur vraiment, là aussi on l'explique, d'innovation de pointe, vous l'avez dit, sont des super ordinateurs. Vous travaillez beaucoup avec le CEA qui est aussi basé sur le territoire. Tout à fait. Le CEA est basé à Bruyères-le-Châtel, donc dans l'Essonne, mais pas très loin. Et donc avec le CEA, on a construit une technopole autour de Bruyères-le-Châtel qui s'appelle TerraTech et qui développe donc les activités aussi bien donc pour produire des machines que pour produire les logiciels qui utilisent ces machines et aussi les services autour de l'utilisation de la simulation. Puisque ces supercalculateurs servent à beaucoup de choses. Par exemple, au niveau de la météo, donc c'est grâce à ces systèmes, ces ordinateurs que vous pouvez calculer et prévoir avec beaucoup plus de précision que par le passé. Ça sert on n'a pas très envie de prévoir en fait finalement. Oui, mais les prévisions, on est obligé de vous dire ce qui va se passer, hein, même si c'est des mauvaises nouvelles. Donc ça sert également beaucoup dans l'industrie de l'automobile, donc Renault, PSA, donc qui sont également pas mal Renault implantés sur le territoire. Donc utilise ces supercalculateurs, bien sûr pour construire des voitures très sûres, donc solides et qui vous protègent en cas d'accident, mais également pour optimiser d'autres paramètres comme le bruit, la sécurité en termes d'interférences électromagnétiques, de faire en sorte que votre téléphone ne perturbe pas le contrôle du véhicule. Et puis, donc, ça sert également à de nombreux chercheurs qui donc, utilisent ces gros calculateurs pour donc, faire des expériences qu'ils ne peuvent pas faire en réel. Par exemple, prévoir donc, la forme des galaxies, l'évolution des galaxies, mettre en œuvre donc, des expériences avant l'existence du réacteur pour essayer de faire de la fusion nucléaire. Tous ces phénomènes sont simulés sur des très gros ordinateurs et permettent aux gens donc, de prévoir ce qui pourrait se passer et donc d'avoir des éléments pour trouver des nouvelles informations et innover. Donc un exemple très concret de l'innovation sur votre territoire. On va tout de suite en découvrir un autre avec un autre groupe leader mondial. Il s'agit de Colas, filiale de Bouygues. Alors eux, ils ont tout simplement inventé la chimie verte, mais aussi la route solaire. Voyez ce reportage de Fanny Bourdillon. C'est ici, dans le plus grand centre de recherche de la route mondiale, à Manille-les-Hameaux, que le groupe Colas imagine les routes de demain. Dernière innovation en date, la route Wattway. Elle permet de capter l'énergie électrique avec les rayons du soleil. C'est une grande révolution parce que ça permet d'avoir un autre usage à la route, pas uniquement un usage de mobilité, mais également un usage de production d'énergie et de produire de l'énergie renouvelable, verte, sur nos routes. 5 ans de recherche ont été nécessaires pour élaborer cette route solaire. Elle permet de recharger les voitures électriques ou d'apporter un complément d'électricité pour les maisons. Par exemple, avec 1 km de route équipée de dalles Wattway, on peut approvisionner l'éclairage public d'une ville de 5000 habitants. C'est certainement un des avenirs de la consommation d'énergie, bien sûr. Une énergie verte, locale. La beauté de ce dispositif, c'est qu'on produit l'énergie là où on la consomme. Le big data de la route est aussi l'un des grands axes d'innovation du groupe. Comment avoir un usage plus simple de la route, peut-être avec ce capteur intelligent implanté dans la chaussée. Colas a effectivement développé un capteur qui s'installe dans la chaussée, qui est autonome en énergie, qui permet d'être facilement installé à l'intérieur d'une chaussée et qui permet de remonter des informations sur des places disponibles pour le parking, mais également de trafic. Si le groupe Colas représente 57 000 collaborateurs aujourd'hui à travers le monde, c'est sur le site de Manille-les-Hameaux que l'innovation est en développement avec plus de 2000 chercheurs dédiés.
Voilà, vous avez prévenu, c'est vraiment un Fileco 100% innovation, donc vous venez de découvrir la route solaire, il y en aura beaucoup d'autres des innovations tout au long de cette émission. Alors François Cuny, on vient de voir que c'est important d'innover, mais il faut être aussi compétitif. J'imagine que c'est le rôle d'un pôle de compétitivité. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelle est votre raison d'être? Alors, notre raison d'être, c'est le gouvernement qui a lancé ça il y a un peu plus de 10 ans maintenant, de dire quand sur un territoire donné, il y a une force en présence autour d'un thème particulier, si les gens se mettent ensemble, l'État et les collectivités territoriales, puisque les communautés d'agglo, les communautés de communes, les régions, les départements interviennent pour soutenir l'innovation à travers des projets de recherche qui associent des entreprises et des laboratoires publics. Pour Systématique, le territoire, c'est l'Île-de-France et le thème, c'est le numérique industriel. C'est tout le numérique que vous ne voyez pas dans votre ordinateur, celui qui fait fonctionner les avions, qui permet de rendre la route intelligente, qui permet de faire des supercalculateurs ou de calculer à travers du big data les annonces marketing que vous recevez sur votre téléphone portable et qui vous énervent un petit peu. Mais voilà, c'est toutes ces choses-là. Et donc dans le pôle, 800 partenaires, plus de 500 PME, une centaine de grands groupes, une centaine de laboratoires collaborent à travers des projets d'innovation. Donc on en a évoqué quelques-uns autour des supercalculateurs, mais la route intelligente, l'usine du futur ou la sécurité des réseaux font partie des thèmes qu'on aborde. Et ça va de plus en plus vite, vous vous rendez compte au niveau de l'innovation ? Ça va de plus en plus vite au niveau innovation. Faut se rendre compte qu'aujourd'hui, un nouveau téléphone portable sort tous les 3 mois. Donc c'est un cycle de développement qui a été réduit à quasiment rien, quand on sait qu'un véhicule, c'est plutôt 3, 5, 7 ans, ça va dépendre du constructeur, et qu'un avion, c'est encore beaucoup plus long. Donc on voit que les cycles de développement et d'innovation sont extrêmement réduits. Donc il faut être très réactif. Alors Céline Lanfranchi-Sidiol, comment vous fonctionnez justement avec les pôles de compétitivité? Comment ça marche cette alchimie? Alors c'est un acteur important sur lequel on s'appuie parce qu'effectivement on parlait tout à l'heure de cet écosystème qu'on met en place. Il faut l'animer pour qu'il fonctionne, il faut l'animer grâce à des projets, grâce à des rencontres, et les pôles de compétitivité sont des partenaires importants dans ce rôle-là. On a pas mal d'interactions, notamment avec Systématique. On participe à certains groupes de travail parce que nous-mêmes pouvons être expérimentateurs ou sujets de projets, collaborer sur des projets de recherche dans l'énergie, dans la ville numérique. On s'appuie aussi, on collabore pour l'organisation d'événements. Très prochainement, on sait qu'il y aura les Smart Manufacturing Day Paris-Saclay, où là, on va parler industrie du futur, et sur un tissu économique comme celui de Saint-Quentin en Yvelines, c'est important qu'on puisse avoir des événements phares qui fédèrent et qui montrent un petit peu les projets qui existent et qui existeront demain. Et donc là, les pôles sont vraiment à l'œuvre. Voilà, donc on a pas mal de sujets sur lesquels travailler. On travaille aussi sur les emplois de demain, puisque par exemple pour Systématique, il y a un volet, Systématique s'intéresse particulièrement au volet RH, au volet talent dont on parlait tout à l'heure, les talents qui existent, les talents qui doivent exister demain, et donc on essaie de trouver des solutions pour rendre attractifs ces métiers aussi et les prévoir. Et donc pas mal de sujets. Pas mal de sujets à traiter, puis on sent qu'il y a de l'actualité très riche. Jean-François Lavignon, vous aussi, vous êtes partenaire totalement. Nous sommes partenaires de Systématique et nous étions même membres fondateurs de ce pôle de compétitivité. Et donc nous y trouvons un très grand attrait, puisque ça permet, comme l'a dit François, de réunir différents acteurs. Donc les laboratoires de recherche qui nous aident à prévoir ce qui va se passer dans le futur et à anticiper et à donc industrialiser des résultats de recherche. Ça nous aide aussi à trouver des partenaires qui peuvent être soit des partenaires qui nous fournissent des technologies qu'on intègre pour faire un produit plus important, soit des partenaires qui apportent des offres qui sont complémentaires aux nôtres. Par exemple, dans le domaine des superordinateurs, aujourd'hui on travaille avec des PME qui nous fournissent des briques technologiques. Par exemple, on a un projet de recherche sur une alimentation électrique donc bien plus performante avec une PME qui s'appelle Brightloop. Et puis, on a également des partenaires qui vont développer des logiciels qui vont s'exécuter sur nos supercalculateurs et qui donc enrichissent l'offre. Et puis après, donc une fois qu'on a ces noyaux entre les labos de recherche, les PME, les grands groupes, on a la possibilité plus facilement d'avoir des succès à l'exportation.
en Europe, bien sûr, mais également mondialement. Donc, par exemple, on a récemment fourni l'infrastructure de recherche brésilienne avec un super ordinateur fabriqué en France. Et pour réussir ce succès, on a travaillé également avec l'INRIA, des acteurs de recherche de l'écosystème francilien. Alors si je vous comprends bien, aujourd'hui les centres de recherche et de développement sont devenus cruciaux. Est-ce que c'est vraiment le secteur le plus important dans un grand groupe ? Alors effectivement, donc la recherche et l'innovation, savoir se différencier par des nouveautés, c'est primordial. Il ne faut pas non plus oublier donc, les autres composantes qui sont le commerce et puis le service après. Si vous avez des excellents produits mais que vous n'avez pas de personnes pour les vendre et après des gens pour les entretenir et donner un service de bout en bout à vos clients, vous serez quand même handicapé. Donc il faut bien sûr... Trouver le bon équilibre. Voilà, trouver le bon équilibre avec, comme vous le disiez, une place de plus en plus importante sur l'innovation dans les grands groupes. Alors l'innovation, elle passe aussi par des lieux inattendus. Vous allez découvrir, vous connaissez peut-être la PIT, c'est la plateforme d'intégration et de test de l'Observatoire de Versailles-Saint-Quentin. Elle se trouve à Guyancourt. La PIT propose des équipements uniques en Europe, alors au service des étudiants, mais aussi des laboratoires. On découvre donc la PIT avec Fanny Bourdillon. Ici, vous vous trouvez au cœur de l'innovation, dans ce pot vibrant. Comprenez, un laboratoire où des petits satellites sont testés. On vérifie qu'ils supportent bien les vibrations avant leur envoi dans l'espace. La plateforme d'intégration et de test de l'OVSQ, située à Guyancourt, regroupe des équipements scientifiques uniques en France. Les moyens que l'on a ici, pour la plupart, sont assez innovants. Certains n'existent pas forcément dans d'autres centres en France ou même en Europe. La machine donc derrière moi, qui est une cuve à vide à la base, qui permet de recréer l'environnement de l'espace. La fonctionnalité qui nous permet de recréer l'atmosphère martienne est tout à fait unique en France et peut-être même en Europe. Autre innovation de la plateforme, ce mur d'images immersif. Il sert à faire de la modélisation 3D. En ce moment, les équipes simulent le champ magnétique de Mercure. Inaugurée en juin 2015, la PIT, comme on l'appelle ici, a coûté 6 millions d'euros. L'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, la région Île-de-France et le CNES ont participé au financement. Désormais, il reste à pérenniser l'activité. Ce sont des moyens qui demandent des financements importants, ne serait-ce qu'en termes de maintenance, pour maintenir ces moyens en conditions opérationnelles. Donc notre capacité à offrir du service nous permet de compenser dans une certaine partie ces financements que l'on doit avoir. La plateforme d'intégration et de test est ouverte aux chercheurs et aux étudiants, mais pas seulement. Ils souhaitent aussi se rapprocher du monde industriel local. La start-up saint-quentinoise Scalone Portal utilise déjà le mur d'images immersif. Voilà pour la PIT que vous avez découvert avec nous. Alors Céline Lanfranchi-Signol, on l'a dit, Saint-Quentin-en-Yvelines a participé au financement de cet outil qui est assez impressionnant, on peut le dire. Pourquoi et qu'est-ce que vous en attendez ? Alors pourquoi ? Pour soutenir déjà des domaines de pointe de l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. Et d'autre part aussi, quand on soutient ce type d'équipement, on a effectivement des attentes par rapport à l'implication sur le territoire. Et notamment, là on en a parlé, c'est l'ouverture de cette plateforme et l'accessibilité à par exemple des PME comme Scalone Portal qui ne pourraient pas s'offrir de tels outils. Et donc c'est toute la synergie, c'est des collaborations, c'est l'accès à des compétences, c'est l'accès à des ressources technologiques d'envergure. Et donc voilà, on soutient comme ça différents équipements sur le territoire, des équipements de recherche, avec cette attention particulière qu'elles puissent être accessibles à un plus grand nombre de chercheurs, d'étudiants, effectivement, mais aussi d'entreprises du territoire. Donc votre priorité aujourd'hui, c'est d'informer toutes ces PME qu'elles ont un outil, notamment cet outil, mais pas le seul, c'est pas le seul, mais vraiment qu'elles le sachent, parce qu'est-ce qu'elles le savent en tout cas ? Tout à fait, c'est là l'enjeu de la collaboration qu'on a au-delà d'un simple investissement, c'est de pouvoir mettre en valeur cet outil et d'aller en faire la promotion, de présenter ces possibilités aux entreprises du territoire. Donc elles le savent, mais pas encore assez. Donc voilà, on espère qu'elles regardent Fil et Écho, comme ça elles seront au courant et elles pourront tout à fait s'adresser à la communauté de communes pour en savoir plus. Jean-François Lavignon, alors on se dit qu'effectivement un grand groupe comme le vôtre bénéficie d'équipements high-tech, mais est-ce que ça pourrait vous intéresser, ce genre d'initiative ? Est-ce que on a bien compris que c'était pour les PME, mais vous, quel est votre regard sur ce genre d'outils ? Les grands groupes aussi, voilà. C'est les PME qui ont plus de mal à y avoir accès.
Je pense que même un grand groupe peut donc trouver un intérêt dans des équipements partagés. Dans les technologies de l'information, donc il y a beaucoup d'éléments qui sont difficiles à réunir, et donc on peut essayer, même dans ce secteur également, d'avoir des plateformes. Je voudrais par exemple citer une initiative qui a eu lieu à l'Institut Télécom, où pour travailler sur le big data, donc ils ont réuni plusieurs acteurs, des plateformes de traitement, qui sont des plateformes Atos, et également donc des gens qui viennent avec leur base de données, et ça permet aux PME de développer des nouveaux algorithmes sur des environnements qu'ils ne pourraient pas se payer. Et même pour un grand groupe, ça a un intérêt, puisqu'on réunit des gens qui apportent leurs données, des gens qui apportent des nouvelles idées, et tout ça, ça permet d'enrichir et éventuellement de trouver des nouvelles idées, des nouveaux débouchés auxquels on n'avait pas pensé. François Cuny, vous, effectivement, comment vous faites quand vous avez accès, qu'on sait qu'on a accès à ce genre d'outils, quel est votre rôle là, en tant que pôle de compétitivité ? Notre rôle, c'est justement de le faire savoir. C'est-à-dire que, je crois que comme ça a été très bien dit, aujourd'hui l'innovation s'accélère, elle ne se fait pas seule. Les grands groupes doivent collaborer avec des petites entreprises, avec des laboratoires en permanence. L'accès à des équipements, c'est à la fois la possibilité d'avoir l'accès à ces outils, à ces machines, mais c'est aussi le lieu de rencontre des industriels qui ont la capacité de diffuser et de propager des innovations, de les intégrer, des innovateurs plutôt PME ou toutes petites entreprises qui sont au cœur des transformations très rapides parce qu'ils ont des technologies de pointe sur tel ou tel sujet, et des laboratoires qui projettent véritablement vers l'avenir. Le pôle, son rôle, c'est vraiment de mettre en relation ces gens-là. Mon métier de tous les jours, c'est de prendre des cartes de visite et de les donner à d'autres personnes pour que les gens se parlent autour de la dynamique de projet qu'on appelle projet d'innovation, projet de recherche financé avec des fonds publics, mais on a toute une activité aussi pour accompagner les petites et les moyennes entreprises à se développer aux côtés des grands industriels qui sont les principaux clients des technologies qu'on voit passer dans le pôle de compétitivité. Donc vraiment une dynamique d'écosystème, d'animation, et ces lieux tels que le PIT sont vraiment des lieux indispensables pour que les gens aient l'occasion de se rencontrer, parce qu'à l'heure du numérique, je peux vous garantir que l'innovation se fait d'abord les yeux dans les yeux et en se serrant la main qu'à distance à travers des coups de téléphone ou des visioconférences. Les gens qui se connaissent travaillent beaucoup plus efficacement et beaucoup mieux ensemble. Donc François Cuny, justement, vous le dites bien, il faut mettre en réseau toutes ces différentes, soit grands groupes, PME, et ça marche aussi, j'imagine, avec tout ce qui est laboratoire, avec étudiants. Là, aujourd'hui, c'est la priorité pour 50 ans en Yvelines, Céline Lanfranchi-Signol ? L'innovation ? Pas l'innovation, le fait de mettre l'innovation, on a bien compris qu'elle était là, qu'elle existait. La mise en relation est effectivement une priorité, puisque c'est de là que ça naît, c'est de là que ça vit, et tout ça, c'est ce qu'on disait, doit s'animer. Tout souvent, les gens nous demandent ce qu'on met derrière l'animation, thématique, sectorielle, c'est tout ça. Il faut que les gens se rencontrent, échangent, et des occasions avancent ensemble. Et oui, on retrouve cette priorité à différents niveaux, à travers les différents événements qu'on va mettre en place. On parlait de mise en relation. Par exemple, un des grands prochains événements phares du territoire, ça sera le Sky Business Days le 13 octobre, où là, on va se faire préparer des rencontres pour que les gens échangent. Et forcément, je pense qu'il y aura des projets qui vont émerger à cette occasion-là. Jean-François Lavignon, ce sera à vous qui allez avoir le mot de la fin pour ce premier plateau consacré à l'innovation. C'est vrai que l'innovation, elle est au cœur du territoire. Pour vous, vraiment, 50 ans en Yvelines marque sa différence par rapport au reste de la France, voire de l'Europe ? Je pense qu'effectivement, cette région a beaucoup d'atouts. Des universités, des grands centres de recherche, des grandes entreprises, des PME, et que l'existence des pôles de compétitivité est très bénéfique pour que les gens se rencontrent. Le contexte même national est favorable, avec le crédit impôt recherche, etc. Vous allez dire comme François Hollande, ça va mieux. Non, je pense qu'au niveau de l'innovation, vraiment, la région Île-de-France, le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines et la France plus généralement, c'est vraiment un endroit favorable. Et je pense que les grands groupes français et européens l'ont bien compris, et également des acteurs de taille mondiaux. On voit beaucoup d'acteurs de taille mondiale installer des laboratoires dans nos régions, et je pense que c'est du fait de cette attractivité du territoire. Ouais. Et je pense que
On n'a pas peur de la compétition internationale. Le fait d'avoir cette émulation avec des grands acteurs mondiaux, c'est très bénéfique aussi pour nos entreprises locales. Très bien, merci à vous trois d'avoir participé à ce Fileco. On va continuer, vous l'avez dit, c'est Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est un territoire favorable pour l'innovation, pour le développement, la high-tech. On va voir d'autres exemples. Il y a beaucoup de rendez-vous, vous en avez donné quelques-uns, mais il y en a tellement qu'on va faire le point dans un instant. Mais d'abord, notre revue du web, parce que oui, on parle de Saint-Quentin-en-Yvelines et de son actualité économique sur le web. Et c'est Fanny Bourdillon qui fait donc cette revue de presse en ligne. Le Parisien est revenu en images sur l'entreprise JC Deco, dont le fondateur est décédé à l'âge de 78 ans le 27 mai dernier. Abribus, panneaux publicitaires, Sanicette, l'empreinte de ce visionnaire yvelinois s'est propagée dans les années 60 en France. Des villes du monde entier ont depuis adopté ces innovations urbaines. Le chiffre d'affaires du groupe, dont le siège est à Plaisir, s'élève aujourd'hui à 3,2 milliards d'euros. Et il y a du nouveau du côté de Paris-Saclay. Le sénateur Michel Berson a présenté un rapport « Réussir Paris-Saclay » à ses collègues sénateurs. 16 recommandations en font partie, comme développer les ressources propres de l'université Paris-Saclay ou encore associer rapidement l'université d'Évry-Val d'Essonne. 100% des Yvelinois auront accès à l'Internet très haut débit en 2020. C'est ce que l'on apprend sur 78actu.fr. Le conseil départemental met un coup d'accélérateur au très haut débit. 600 000 foyers et 5 000 entreprises yvelinoises en auront accès d'ici 4 ans. L'innovation, elle passe aussi par de nombreux événements qui sont organisés à Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors des rendez-vous qui animent votre territoire, il y en a beaucoup, je vous le disais. Je vais vous donner quelques exemples. TEDx, Innovation Summer Camp, Futur en scène, les séminaires Optic Valley. Vous en avez certainement entendu parler. Alors qu'est-ce qu'on y fait? Pour quel objectif? Eh bien nous sommes là pour en discuter avec nos invités. Je vous les présente tout de suite. Alors il y a Karl Guéda, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général d'Optic Valley. À vos côtés, Lambert Trénora. Alors vous, c'est particulier puisque vous êtes vraiment un modèle d'innovation puisque vous avez inventé le gyrolifte. On va le découvrir ensemble. Et vous allez nous expliquer pourquoi c'était intéressant de l'inventer ici sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et enfin, Ghislain Delaby. Alors vous êtes l'organisateur de l'Innovation Summer Camp pour l'Estaca. C'est l'Estaca qui a repris le flambeau cette année, c'est bientôt. Exactement, tout à fait. Voilà. C'est du 27 juin au 1er juillet pour une semaine, 5 jours d'immersion pour des étudiants de Paris-Saclay bien sûr et de toute la France et du même monde entier. au-delà. Exactement. Vous allez nous présenter cette initiative dans quelques minutes. Alors Karl Guéda, on va commencer avec vous parce que vous êtes un peu le pionnier dans cette dynamique d'organiser des événements avec les séminaires d'Optic Valley. Expliquez-nous un peu comment ça fonctionne, quel est votre objectif. D'accord. En fait, donc Optic Valley, donc c'est un cluster, donc c'est un rassemblement d'entreprises, de laboratoires dans une logique de partenariat public-privé. Et l'idée, effectivement, c'est de susciter l'innovation et surtout de permettre l'accélération de l'innovation et des startups et de valoriser le potentiel des laboratoires. Donc, dans ce cadre-là, en fait, on met en place, on a un rôle un peu de défricheur par rapport à la technologie qu'on représente, qui est la photonique. Donc, vous en avez eu des exemples tout à l'heure avec la route solaire, puisqu'en fait la photonique, en fait, c'est l'utilisation de la lumière et par la lumière donner l'intelligence aux objets ou notamment aux objets connectés, mais en fait voilà, donc avec une relation toujours la vision et l'intelligence derrière, donc des partenariats assez forts forcément avec nos collègues de Systématique sur le sujet. D'accord, vous travaillez ensemble sur ce sujet ou comment ça se passe? Assez régulièrement, puisqu'en fait nous en fait on va partir de, en fait je veux dire si je fais un parallèle, on va partir de l'œil et il faudra bien mettre les réseaux nerveux ensuite vers le cerveau et eux travaillent sur l'ensemble du cerveau puisque c'est le big data avec les données. Donc voilà, donc il y a forcément des coopérations très fortes qui se mettent en place et un de nos rôles en fait c'est de mettre en place donc de susciter l'innovation en allant montrer comment la photonique peut changer la vie de demain et en faisant ça d'aller rabattre si j'ose dire des grands groupes et des clients vers les startups et les laboratoires en fait pour justement susciter cette innovation et permettre l'accélération et la croissance des startups. D'accord, on en revient toujours à cette idée logique
logique de mettre en réseau tous les acteurs autour de l'innovation, hein, puisque c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Alors nous justement, nous allons découvrir un exemple parfait d'innovation. C'est votre invention, Lambert Trainora. Alors vous avez créé un nouveau moyen de se déplacer. C'est le gyrolift. Alors un projet qui a été mené à bien à l'université Versailles-Saint-Quentin. On va le découvrir dans un instant, mais déjà, pourquoi ici en fait? Vous avez répondu à un appel d'offres? Comment ça s'est passé? En fait, ce qui s'est passé, c'est que le projet a été développé au cours de ma thèse de doctorat que j'ai menée au sein de l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Donc en fait, c'est un projet de recherche qui s'est mué en lancement de start-up et donc ça s'est fait naturellement sur le territoire. Voilà, et on va le découvrir, donc ce gyrolift. Donc c'est aussi un exemple de l'innovation sur votre territoire. C'est un reportage de William Hell. Ouais, par exemple, dans un milieu professionnel, on a accès à des objets qui sont en hauteur. Donc, comme ça, la personne, elle est indépendante. C'est un dispositif de locomotion novateur. D'un côté, un fauteuil roulant verticalisateur, de l'autre, un gyropode du type Segway. L'assemblage de ces deux technologies donne Gyrolift, un dispositif d'embarquement réduit qui permet de se déplacer et de se verticaliser en même temps. On peut se déplacer aussi bien assis que debout, ça c'est la fonction principale, c'était l'objectif principal. Mais on bénéficie aussi des avantages du gyropode, c'est-à-dire qu'on contrôle de manière intuitive, on se penche en avant pour avancer, on se penche en arrière pour reculer. Entrer dans un ascenseur ou passer par des portes classiques, grâce à sa taille réduite, ce fauteuil offre des capacités de déplacement et de franchissement extrêmement larges. Avoir accès à des objets en hauteur, pouvoir être à la même hauteur qu'une personne quand on lui parle. Après, il y a tous les avantages d'être debout, c'est tous les avantages physiologiques, donc circulation du sang, réduction des escarres, consolidation des os. Le déplacement du fauteuil se fait grâce à une petite télécommande ou bien via son smartphone grâce à une application dédiée. Plus d'une année de travail a été nécessaire pour la réalisation de ce premier prototype. Un travail récompensé puisque Gyrolift a reçu les prix du jury et du public lors du concours Docteur Entrepreneur des rencontres universités entreprises 2016. On a, d'un point de vue entrepreneurial, le jury qui valorise le business plan et le projet en tant qu'entrepreneuriat. Et le public, pour le projet, là, c'est vraiment plus... je dirais physique, plus charnel, de dire ah ouais, c'est quelque chose qui est important pour ces personnes-là ou pour des usagers. Et donc ça permet de mettre en avant le projet et l'entrepreneuriat. Prochain objectif pour le docteur Trainoras, la commercialisation de son produit vers la fin de l'année 2017 pour un prix d'environ 9 000 €. Le docteur Lambert Trainora qui est avec nous. Alors vous nous confirmez ce prix, ce calendrier ? Oui, le but c'est vraiment d'arriver fin 2017 pour une commercialisation et autour des 9 000 €. Oui. Alors ce premier prototype, vous l'avez vraiment conçu ici sur le territoire et en fait il y avait une certaine facilité qui était la proximité de laboratoire. Enfin, qu'est-ce que ça vous a apporté ? En fait, tout a été fait au sein, donc on a bénéficié de l'innovation au sein du laboratoire de robotique de l'Université de Versailles, un pôle qui se développe, un pôle de mobilité inclusive à Vélizy. On bénéficie aussi des avantages d'avoir un centre d'expertise national sur Vélizy. Et tout est autour de nous pour pouvoir développer et mener à bien un projet en fait. Oui, parce qu'on imagine qu'on a besoin d'avoir l'avis d'ergonomes, d'avis d'autres secteurs. Vous le disiez, hein, il y a un moment, il faut mettre en connexion tous les acteurs et ça aussi, vous avez pu le faire ici. Oui, les ergonomes, les ergothérapeutes, les chercheurs dans différents domaines. En fait, on bénéficie de l'appui de tout le monde au sein, soit pour la recherche au sein de l'Université de Versailles-Saint-Quentin, soit au sein du pôle de mobilité, des centres d'expertise qui sont tous basés soit à Vélizy, soit à Versailles, soit à Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors Ghislain Delaby, vous qui représentez les Stacars, qui est une grande école d'ingénieurs qui s'est installée très récemment sur le territoire et qui organise donc cette année l'Innovation Summer Camp. Vous auriez pu être intéressé par ce projet, c'est un exemple, enfin c'est une candidature qui aurait pu vous intéresser pour l'Innovation Summer Camp, hein, j'entends. Bien sûr, l'Innovation Summer Camp, c'est une démarche qui vise à générer ce type de projet qui finalement part de l'observation d'un certain nombre de besoins qui sont en général pas couverts, qui peuvent être latents. Et ce qu'on fait dans l'Innovation Summer Camp, c'est permettre à des gens qui ont une fibre entrepreneuriale, des étudiants, de faire émerger ce type de projet. Et bien sûr aussi de travailler au long cours dessus, puisque notre démarche elle dure 5 jours. Elle vise à un premier concept, à un premier prototype, quelque chose
chose qu'on met dans les mains des utilisateurs, qui n'est évidemment pas un produit fini comme on l'a vu ici, qui requiert des années de travail. Mais par contre, ça peut faire émerger ce type de projet. Et nous, on permet à des équipes d'étudiants d'apprendre à travailler ensemble pour faire émerger ce type d'approche. Donc en fait, c'est comme une université d'été. Il y a plusieurs profils qui se portent candidats et après, vous les choisissez comment ? Alors, c'est une université d'été. C'est ouvert à tout type de profil d'étudiants, tout type de formation, à partir d'un niveau à peu près Bac+3, parce qu'on a besoin d'une certaine maturité. Aujourd'hui, on a des étudiants très divers. On a même des étudiants en médecine, en pharmacie, en droit, bien sûr des étudiants d'école de commerce, beaucoup d'ingénieurs, bien sûr, et d'étudiants scientifiques. On en trouve beaucoup sur l'université Paris-Saclay, bien évidemment. L'université Paris-Saclay qui est le producteur. Absolument, qui est le producteur, qui depuis 3 ans, soutient et organise cet événement. Et puis nous, on est l'établissement d'accueil, les STACA, qui organisons l'ensemble de l'événement cette année. Voilà, qui est en cours. Ça se passera du 27 juin au 1er juillet 2016. Karl Guéda, une réaction à ce type d'initiative ? Qu'est-ce que vous qui êtes rompu en général. Voilà. Donc oui, bien sûr. En fait, au niveau du cluster, de toute façon, on est très impliqué au niveau de tout ce qui est entrepreneuriat étudiant, avec des relations avec différentes écoles, donc sur le plateau de Saclay ou sur Paris, en fait, donc de mise en relation, soit pour la création, soit sur des projets partenariats, justement pour se roder dans la logique d'innovation. Sachant que, je reviens dessus, parce qu'on a mis tout à l'heure l'innovation avec la recherche. Bon, la recherche, c'est ce qui va permettre à l'innovation de déboucher, mais l'innovation, c'est la remise en question de modèles existants, en fait, ou de produits existants. Donc, en fait, on peut voir quels sont les technos qui vont pouvoir permettre de remettre en question. Mais en fait, je veux dire, l'innovation, c'est pas que la technologie, en fait. C'est vraiment remise en question. Voilà, oui, ça commence par là. Ça a un peu créé le chaos. Alors, certaines technologies étant plus ou moins fortes, viennent créer le chaos spontanément, comme on peut le voir en ce moment avec le numérique, qui remettent pas mal de choses en question. Mais ça, donc toutes ces initiatives en effectivement partenaires, soit pour justement trouver des sponsors ou trouver, ramener en fait des groupes aussi à participer, voilà, par exemple sur Dream in Saclay, de proposer des sujets aussi. Enfin, voilà. Parce qu'il y a beaucoup d'initiatives et parfois on peut se dire, est-ce qu'on ne se perd pas un peu dans tous ces... Parce qu'il y a des séminaires, il y a cette Innovation Summer Camp, il y a une multitude de rendez-vous qui sont donnés, et tant mieux, mais est-ce que c'est simple de s'y retrouver ? Alors pas forcément, mais en fait l'idée c'est quand même de faire germer un maximum d'idées, ensuite de voir toutes ces idées ne vont pas avoir à même degré d'arriver sur le marché, puisque ça va dépendre de la maturité. Là aussi, l'innovation, donc c'est au bout d'un moment, il faut qu'elle soit viable. Donc en fait, il y a cette notion d'arriver sur le marché, et donc par rapport à toutes ces différentes idées, il y en a certaines qui vont échouer parce qu'elles vont pas pouvoir avoir le financement, être viables, etc. Donc je pense que le maximum d'initiatives est pertinent, et c'est aussi justement c'est de croiser des gens qui n'ont rien à voir avec les autres qui permet de faire ça. C'est-à-dire quand on voit des gens comme Cola qui prennent la route solaire en venant intégrer des capteurs photoniques ou photovoltaïques sur la route, c'est très loin de leur métier de base, et c'est en allant rechercher des gens qui sont justement très loin les uns des autres qu'on peut créer des innovations les plus pertinentes. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec nos séminaires, donc le prochain qui aura lieu le 1er juillet, donc normalement ici chez Orange, donc sur la thématique sécurité dans la ville. La ville intelligente. Voilà, dans la ville intelligente. L'idée, c'est vraiment, dans ces séminaires, c'est d'avoir une expression du besoin de gens qui ont un peu découvert la technologie ou qui ne connaissent pas complètement tous les potentiels de la technologie, mais par cette expression du besoin, on permet en fait en face à des startups et des laboratoires de venir présenter des technologies ou rencontrer directement après les exposés, donc dans le cadre d'une convention d'affaires, les différentes personnes qui ont exposé les problématiques, et de voir en fait, comment en fait, ils peuvent monter ensemble, alors soit des projets de recherche, mais soit directement de rentrer dans des projets de business pour concrétiser, c'est-à-dire plus du développement à très court terme, etc. Oui, parce que Lambert Trénora, vous êtes docteur en robotique, donc on peut se dire qu'effectivement, tout ce qui est business, c'est vrai qu'après, vous avez créé ce prototype, mais après, il faut le vendre et tout ça. Et donc ça, ce sont des problématiques que vous avez pu régler ici. Comment ? En fait, c'est une vision totalement différente de l'expertise qu'on a à la base. En fait, c'est de la recherche et on passe sur de l'entrepreneuriat, comme le disait monsieur, c'est totalement différent. Et donc, c'est des compétences que moi, j'essaye d'acquérir, par exemple, avec des partenariats que j'ai avec HEC Paris, choses comme ça. Donc, on est mis en contact avec soit des étudiants du MBA. Donc, dans le cadre de Gyrolift, on a été mis en contact avec des étudiants de MBA. Le Gyrolift a été un sujet d'étude pour ces étudiants entrepreneurship
leadership à HEC Paris. Il y a des formations qui se mettent en place, donc, dans lesquelles je cherche à intégrer, donc, pour obtenir des compétences entrepreneuriales. Et effectivement, on doit se dire que même au niveau de l'ESTACA, c'est une problématique que vous devez prendre en compte, Ghislain Delaby, c'est-à-dire former aussi vos étudiants à ce côté plus ouvert sur le reste du monde pour vendre. Ce programme, il répond effectivement à un enjeu qui est double finalement. C'est du côté des ingénieurs, des scientifiques, voire des chercheurs, c'est effectivement s'ouvrir à des manières différentes d'innover. Il y a celle de la recherche, de la technologie, et puis il y a celle de leur mise en œuvre. Ça passe par la question de modèle économique, ça passe aussi par partir aussi de l'observation. Pas être simplement dans pousser une technologie, ce qu'on fait facilement comme ingénieur, mais en fait partir simplement de situations réelles et d'une confrontation aussi très rapide entre le produit ou la technologie qu'on crée et les potentiels utilisateurs. Et puis de l'autre côté, on a aussi un besoin d'avoir une culture d'innovation peut-être plus large dans les entreprises, dans toutes nos organisations, y compris sur des projets de gens qui n'ont pas l'étiquette d'innovateurs théoriquement, mais comme je vous le disais, qui sont médecins, qui font du droit, qui ne sont pas réputés pourtant pour ça, ou qui font du marketing, qui font autre chose, mais qu'ils aient cette culture de travailler ensemble dans des logiques d'innovation. Et ça, c'est ce qu'on essaye à notre niveau, sur une petite échelle, à faire dans l'Innovation Summer Camp. Voilà, développer les innovations, effectivement. Alors, donc, on va voir quelques photos. Je crois que vous êtes allé présenter, Lambert Trainora, votre gyrolift, oui. Et pas n'importe où. On va rappelez-nous, racontez-nous un petit peu cette expérience. Oh. C'était, voilà, on aura reconnu François Hollande. Oui, c'était à l'Élysée au cours de la conférence nationale du handicap, qui a été menée la semaine dernière, il me semble. Et donc, normalement, c'est tous les 2 ans, mais là, ça a été un peu avancé au vu du calendrier de 2017. Et donc, ils ont cherché à mettre en avant 5 innovations start-up dans le domaine du handicap. Et donc, j'ai fait partie de ces 5. Donc là, on sent qu'il y a une volonté politique aussi de mettre l'innovation au cœur, ce qui peut sembler logique, mais c'était peut-être pas le cas encore maintenant. Karl Guéda, vous qui avez quand même une vision à long terme, est-ce que vous sentez qu'au niveau de l'innovation, même d'un point de vue national, on sent qu'il faut mettre, la gomme n'est pas un bon terme, mais dynamiser tout ça? Oui, ça fait un moment. Donc là, aujourd'hui, en fait, sur quoi je pense que les dernières poussées, c'est justement de dire, bon, l'innovation, maintenant, il faut qu'elle produise des produits sur le marché et que ces produits sur le marché créent des emplois. Voilà. Donc, au niveau d'Optics Valley, c'est pour ça qu'on a vraiment ce rôle d'accélérateur pour accompagner les startups. Il y a à peu près, dans la photonique, 150 startups sur l'île de France. Et on représentait à peu près, sur les 9 dernières années, la création de 2000 emplois. Mais beaucoup de ces startups restent en dessous de 10 personnes. Il y en a quelques-unes qui ont atteint les 200. Donc, c'est de voir comment leur permettre à la fois d'accéder beaucoup plus au marché, donc en faisant ce que j'appelle du rabattage et du défrichage et de la sensibilisation, et aussi pour se développer aux accès financiers, d'où aussi notre journée en fait, du 13 dans le cadre de Futur en Scène, où on a coaché en fait, une quinzaine de startups qui vont aller pitcher devant des fonds corporate et des fonds venture pour pouvoir justement se donner les moyens d'accéder au marché en fait, et de finir de développer aussi ou d'adapter, puisque souvent un produit peut aller sur plusieurs marchés. Parce que vous évoquiez tout à l'heure le numérique qui a bouleversé le secteur économique et pas seulement, aussi nos vies. Mais on a l'impression qu'il y a un espèce de gap entre toute cette innovation liée au numérique, mais qui ne donne pas forcément lieu à une croissance économique. Est-ce que c'est une réalité ou pas ? Ah, Karl Guéda, non, vous n'êtes pas tout à fait d'accord? Je pense que l'innovation du numérique, comme les précédentes vagues d'innovation, elle a bien sûr une dimension où elle détruit beaucoup de modèles existants. Et elle produit des nouveaux modèles qui ont tendance à être plus efficients. Donc, quand on les regarde, et on voit bien dans les acteurs du numérique, ils ont moins d'emplois à la clé, du moins d'emplois directs. Ils n'ont pas des usines avec des centaines de milliers de personnes. En revanche, ils créent aussi de nouvelles opportunités. Et en fait, on voit bien qu'on a beaucoup de nouveaux secteurs qui se développent autour du numérique. Après, je pense que la vraie question qu'on a du mal souvent à se poser, c'est quel modèle on veut créer autour du numérique, quel modèle de société on veut, notamment. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à avoir, aussi bien à un niveau politique d'ailleurs qu'à un niveau sociétal, et à partager surtout. On le voit sur tous les exemples récents, que ce soit Amazon ou tous les modèles qui posent question aujourd'hui, qui font polémique. Et moi, au cœur de ça, il y a quel modèle de société en fait on veut derrière. Oui, c'était justement pour parler de l'innovation et des risques que cela peut entraîner, ou enfin des inquiétudes. Juste un mot, on va voir le Why de Massy. On disait qu'il y avait énormément de structures, donc on va voir que le Why de Massy, qui est donc lancé par BNP Paribas, lui aussi essaye de mettre en réseau. C'est un sujet de Paris Saclay TV.
Le why Massy-Saclay, c'est assez simple. Son objectif, c'est vraiment de connecter à la fois les chercheurs, les étudiants et les entreprises de l'écosystème du plateau de Saclay. Et de le faire dans une dimension où on est intégré au programme Innov & Connect. Innov & Connect, c'est quoi son ADN? C'est de connecter les clients entreprises de BNP Paribas avec les startups qu'on héberge. Donc les startups, elles ont besoin de clients. Et nos clients entreprises de BNP Paribas, elles ont besoin d'innovation dont sont porteuses les startups. Nous avons choisi le thème de l'humain augmenté vers le transhumanisme parce qu'il intègre à la fois la problématique de la robotique, de l'intelligence artificielle et des implants. Et on pense que ces trois thèmes sont au cœur d'une révolution à la fois industrielle et d'usage. Le forum, il s'adresse à la fois aux chercheurs, à la fois aux étudiants et à la fois aux entreprises. C'est-à-dire que ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment un lien entre ces trois univers, de faire un pont au maximum pour qu'ils apportent à chaque fois leur excellence. Ils ont tous à apprendre à partager des choses ensemble. Donc typiquement, cet après-midi, on va faire des ateliers collaboratifs où on va avoir des chercheurs, des étudiants et des entrepreneurs qui vont essayer, grâce à l'intelligence collective, de faire émerger des choses. C'est ouvert aux startups, bien évidemment, aux entreprises TPE, PME, aux grands comptes. Vous avez ici des directeurs d'innovation de grands groupes, vous avez des PME, vous avez des étudiants, vous avez des chercheurs qui sont là. Donc l'idée, c'est vraiment tous ceux qui sont intéressés par le sujet et d'avoir une ouverture la plus large possible. Sur le plateau Saclay, vous avez un écosystème qui est propice. Vous avez Safran, vous avez Thales, vous avez Airbus, vous avez des grands groupes qui sont au cœur de ces sujets. Et à côté de ça, vous avez des étudiants, des chercheurs qui aussi sont intéressés et complètement passionnés par ce sujet. Alors Lambert Trénoir, vous auriez pu participer à ce colloque, puisque effectivement l'humain augmenté, c'est un peu ce que vous proposez avec Jérôme. Oui, tout à fait. Oui. Et ça vous intéresserait, ce genre d'initiative? Est-ce que, oui, vous nous, on est ouvert à tout, oui. À toutes les opportunités. Donc plus il y en a, c'est ce que disait Karl Guéda, plus il y a d'opportunités de ce genre-là, mieux c'est pour vous. Tout à fait, tout est enrichissant en fait. Et, bon là c'était à Paris-Saclay, on a un lien aussi avec Paris-Saclay, puisque on a été prématuré à la FCS, on est suivi par la SAT, par l'incubateur Incubaliance. Donc oui, on est ouvert à toute activité enrichissante, que ce soit humainement ou entrepreneurialement. Alors Ghislain Delaby, vous avez réagi à ce terme écosystème, c'est vraiment ce qu'on essaye de créer ici sur le territoire et pour vous c'est fondamental. Oui, parce qu'on se rend compte, et on l'a peut-être appris des plus grands innovateurs, qu'en fait, ce n'est pas une question uniquement de personnes ou d'avoir des gens qui sont effectivement exceptionnels ou des structures exceptionnelles, c'est que la plupart des grandes innovations, elles naissent d'un écosystème qui est riche et qui est performant. Ce qu'on fait dans Innovation Summer Camp à ce titre-là, c'est exactement ça. On essaie de montrer aux étudiants que ce qu'ils vont créer, c'est pas juste parce qu'ils étaient 5 ou 6 personnes absolument brillantes et sympathiques, ce qui est certainement vrai. C'est aussi parce qu'on a des partenaires qui apportent des moyens techniques, des ressources diverses et variées. On a Nokia et Renault qui apportent des Fab Labs, on a le Crédit Agricole qui apporte des véhicules qui met à disposition, qui apporte un terrain de jeu aussi. On a des partenaires qui sont les territoires, bien sûr, 50 ans Yvelines, Saclay. On a d'autres plateformes d'innovation comme la Fabrique des Mobilités, qui est la plus grande plateforme d'innovation ouverte du secteur des transports et de la mobilité, qui nous apporte des ressources complémentaires. Et moi, ce que je souhaite, c'est que les étudiants se rendent compte, au bout d'une semaine, que ce qu'ils ont fait, s'ils ont pu le faire, c'est parce qu'ils ont eu des moyens qui venaient d'un écosystème et qu'en fait, leur propre création, leur propre créativité vient enrichir cet écosystème aussi derrière. Et nous, on le fait bien sûr à une petite échelle parce qu'on est sur un petit événement de 5 jours, mais on voudrait que ça représente ce qui se passe dans la vraie vie d'un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui profite d'un écosystème pour faire croître des innovations et qu'elle soit un succès ou un échec, elle vienne nourrir cet écosystème en retour. Donc Karl Guéda, vous aussi, c'est ce que vous prenez?
Oui, quelque part, oui, ça revient à ça. C'est-à-dire qu'en fait, bon, l'idée, c'est même si on parle de pôle de compétitivité, l'idée, c'est pas d'être en compétition, les uns vis-à-vis des autres, mais d'être dans un esprit de collaboration, justement, qui permet, en fait, de sortir des innovations, d'être plus compétitif puisqu'on partage des coûts, etc. Et dans cette logique-là, bon, je vais dire, les pôles de compétitivité ou les clusters, ils ont aussi un rôle, non seulement de mise en relation, mais d'interprète traducteur, puisqu'en fait, ça peut paraître bizarre, puisque tout le monde est français autour de la table, mais entre le chercheur, la collectivité territoriale, etc., chacun a ses codes de langage avec des notions de ton qui sont différentes, etc. Et donc, c'est de comment rapprocher ces gens pour que via une meilleure communication, en fait, ils puissent en sortir des innovations, des produits et des emplois derrière. D'accord, donc innover c'est bien, mais communiquer c'est encore mieux si je vous suis. Donc merci messieurs d'être venus sur le plateau de Fileco pour nous expliquer un peu tout ça, puis pour nous rappeler que l'innovation est au cœur du territoire. Donc on rappelle juste, je vais les rappeler dans un instant, imaginez-vous, puisque nous allons tout de suite d'ailleurs revenir sur l'agenda, tous les événements à ne pas rater. Je sens qu'on va parler d'événements qui vous concernent tous autour de cette table. Tout de suite, l'agenda de Fileco. Notre agenda, nous l'évoquions, l'Estaca est en pointe avec déjà les Moveos Days. Le rendez-vous est pris mardi 7 juin. Vous pourrez plancher sur les thèmes suivants. Énergie, que nous reste-t-il à inventer? Et enfin, Big Data, quel impact sur la mobilité et pour quel usage? Tout un programme. Innovation Summer Camp 2016, on en a beaucoup parlé lors de cette émission. Donc à l'Estaca, les candidatures sont encore ouvertes, si je ne m'abuse. Voilà, l'événement c'est donc... jours à peu près pour... Voilà. Donc, si une semaine ou 10 jours, ça va commencer à être plein. Du 27 juin au 1er juillet. Pour plus d'informations, info@innovationsummercamp.com. Et enfin, ne ratez pas l'atelier de développement à la Maison de l'Entreprise. Atelier développement avec au programme le décryptage du fonctionnement d'un grand groupe. Ce sera le jeudi 9 juin de 14h30 à 17h. Voilà, vous savez tout. C'est la fin de ce Fileco, donc qui était 100% innovant. En tout cas, on l'espère. Merci à vous de l'avoir suivi et restez sur TVFil 78, soit en nous regardant, soit en allant sur notre site. Encore merci messieurs d'être venus, d'avoir participé et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.